Chapitre 17. Récit continué par le docteur. Le dernier voyage du petit canot. Ce 5e voyage fut très différent des autres. En premier lieu, la véritable coquille de noix dans laquelle nous naviguions se trouvait dangereusement surchargée. 5 hommes, dont 3, Trelawney, Redruth et le capitaine, mesuraient plus de 6 pieds. C'était déjà plus qu'elle n'aurait dû emporter. Ajoutez-y la poudre, le porc et les sacs de biscuits. À l'arrière, l'eau affleurait le bordage. Nous en embarquâmes un peu à plusieurs reprises, et mes culottes et les basques de mon habit furent complètement trempées avant que nous eussions fait 100 yards. Le capitaine nous fit mieux répartir la cargaison de façon à rétablir l'équilibre du canot. Mais malgré cela, c'est à peine si nous osions respirer. En second lieu, nous étions en plein jusant. Un fort courant hérissé de vaguelettes poussait vers l'ouest à travers le mouillage, puis vers le sud en direction du large, le long de la passe que nous avions empruntée le matin. Les vaguelettes à elles seules constituaient un danger pour notre embarcation surchargée. Mais le pis était que nous nous trouvions entraînés hors de notre route, loin de notre débarcadère, derrière la pointe. Si nous suivions le courant, nous allions accoster près des yolles où les pirates pouvaient surgir d'un moment à l'autre. « Je n'arrive pas à maintenir le cap sur le fortin, dis-je au capitaine. En effet, j'étais à la barre, tandis que lui et Redruth, tous deux frais et dispos, maniaient les avirons. La marée ne cesse pas de nous entraîner. Pourriez-vous souquer un peu plus ferme ? Non, car nous ferions couler le bateau, répondit-il. Vous devez laisser porter, monsieur, s'il vous plaît. Laissez porter jusqu'au moment où vous verrez que vous gagnez sur le courant. J'essayai et constatai par expérience que la marée nous emportait régulièrement vers l'ouest tant que je ne mettais pas le cap en plein est, c'est-à-dire à peu près à angle droit avec la route que nous aurions dû suivre. Nous n'arriverons jamais à la côte à cette allure, dis-je. Du moment que c'est la seule route que nous puissions tenir, monsieur, nous devons la tenir, répliqua le capitaine. Nous devons absolument lutter contre le courant. Voyez-vous, monsieur, si jamais nous nous laissons entraîner sous le vent du débarcadère, il est bien difficile de dire où nous irions aborder, sans compter que nous courions le risque d'être attaqués par les yolles. Au contraire, dans la direction où nous allons, le courant perdra peu à peu de sa force. Alors, nous pourrons biaiser et nous glisser le long de la côte. « Le courant a déjà faibli, monsieur, déclara le matelot grais assis à l'avant. Vous pouvez mollir un peu. Merci, mon garçon, répondis-je, exactement comme si rien ne s'était passé, car nous avions tous convenu tacitement de le traiter comme un des nôtres. Soudain, le capitaine reprit la parole et il me sembla que sa voix avait un peu changé. « Le canon !» s'exclama-t-il. « J'y ai déjà pensé, dis-je, car j'étais certain qu'il songeait à un bombardement possible du fortin. Ils ne pourront jamais le transporter à terre, et même s'ils y parvenaient, ils seraient incapables de le hisser à travers bois. « Regardez en arrière, docteur !» répliqua-t-il. Nous avions complètement oublié la longue pièce de neuf. Or, maintenant, à notre grande horreur, nous voyions les 5 coquins s'affairer autour d'elle et lui ôter son habit, comme ils appelaient le prélard qui la recouvrait habituellement. Au même instant, il me vint brusquement à l'esprit que nous avions laissé à bord les boulets et la poudre et qu'un seul coup de hache permettrait aux scélérats de s'en emparer. « Israël était le canonnier de Flint, dit Gray d'une voix rauque. À tout risque, je mis le cap droit sur le débarcadère. Nous étions à présent assez loin du fort du courant pour pouvoir maintenir notre air, malgré notre allure nécessairement lente, et je réussis à gouverner ferme en direction du but. Malheureusement, en suivant cette route, nous présentions notre flanc et non plus notre arrière à l'Hispaniola, offrant ainsi une cible aussi large qu'une porte cochère. Je pus voir et entendre ce scélérat d'Israël Hans au visage d'ivrogne laisser tomber un boulet sur le pont. « Qui est le meilleur tireur ?» demanda le capitaine. « Monsieur Trelawney sans l'ombre d'un doute. »« Monsieur Trelawney, voulez-vous s'il vous plaît me descendre un de ces coquins ? Hans, de préférence. » Le châtelain vérifia l'amorce de son arme avec le plus grand sang-froid. « Allez-y doucement, monsieur, » s'écria le capitaine, « sans quoi vous allez faire couler le canot. Que tout le monde soit prêt à rétablir l'équilibre quand il visera. » Le châtelain épaula son fusil.
Les rameurs cessèrent de nager et nous nous penchâmes tous de l'autre côté pour faire contrepoids. La manœuvre fut exécutée avec tant de précision que nous n'embarquâmes pas une seule goutte d'eau. Cependant, les mutins avaient fait pivoter le canon à bord de la goélette, et Hans, qui se trouvait près de la gueule, et couvillon en main, était en conséquence le plus exposé. Mais nous n'eûmes pas de chance, car juste au moment où Trelawney tirait, le pirate se baissa. La balle siffla au-dessus de sa tête, et ce fut un autre des 4 hommes qui tomba. Le cri qu'il poussa fut répété non seulement par ses compagnons à bord, mais encore par un grand nombre de voix sur le rivage. Ayant jeté un regard dans cette direction, je vis les pirates déboucher en troupes du bois et s'entasser pêle-mêle dans leurs embarcations. « Voilà les yoles qui arrivent !» m'écriai-je. « En ce cas, filons vivement au risque de couler, » répondit le capitaine. « Si nous ne parvenons pas à gagner la terre, tout est perdu. »« Ils n'arment qu'une des yoles, » ajoutai-je. « L'équipage de l'autre va sans doute faire le tour par le rivage pour nous couper. »« Ils auront chaud à courir, monsieur. Les marins à terre ne valent pas grand-chose, vous savez. Ce qui m'inquiète, c'est le canon. Ils ont la partie belle. Pas plus difficile que de faire rouler une boule sur un tapis. Une fillette ne pourrait pas nous manquer. Monsieur Trelawney, avertissez-nous au moment où vous verrez la mèche et nous dénagerons. » Cependant, nous avions fait route à assez bonne allure pour un canot si lourdement chargé, tout en embarquant très peu d'eau. Nous nous trouvions maintenant près du rivage. Encore 30 ou 40 coups d'aviron et nous toucherions terre, le reflux ayant déjà laissé à découvert une étroite bande de sable au pied des arbres. La yole n'était plus à craindre car la petite pointe nous l'avait déjà cachée. Le jusant qui nous avait si cruellement retardés nous faisait maintenant réparation en retardant nos adversaires. Le canon constituait la seule source de danger. « Si j'osais, » déclara le capitaine, « je m'arrêterais pour descendre un autre de ces bandits. » Mais de toute évidence, les pirates avaient l'intention de tirer, quoi qu'il advînt. Ils n'avaient même pas accordé un regard à leur camarade tombé, bien qu'il ne fût pas mort car je le voyais essayer de s'éloigner en rampant. « Attention !» cria le châtelain. « Nage à culée !» répondit comme un écho la voix du capitaine. Là-dessus, Redruth et lui renversèrent les avirons avec tant de force que notre arrière s'enfonça complètement sous l'eau. Le canon retentit presque au même instant. Ce fut la première détonation que Jim entendit, le coup de fusil du châtelain n'étant pas arrivé à ses oreilles. Nul d'entre nous ne sut où passa le boulet, mais je suppose qu'il dut filer au-dessus de nos têtes et que le déplacement d'air contribua sans doute à notre désastre. Quoi qu'il en fût, le canot sombra tout doucement par l'arrière dans 3 pieds d'eau, nous laissant le capitaine et moi debout l'un en face de l'autre. Nos 3 compagnons prirent un bain complet, la tête la première, puis réapparurent trempés et crachotants. Tout cela n'avait rien de dramatique. Nous étions sains et saufs et pouvions gagner le rivage sans aucun danger en pataugeant. Mais nos vivres s'en étaient allés par le fond et, circonstance aggravante, 2 fusils sur 5 seulement étaient encore utilisables. Poussé par une sorte d'instinct, j'avais enlevé le mien de sur mes genoux pour le tenir au-dessus de ma tête. Quant au capitaine, il portait son arme en bandoulière et en homme avisé, la platine en l'air. Les 3 autres avaient sombré avec le canot. Pour ajouter à notre embarras, nous entendîmes des voix qui s'approchaient de nous dans les bois le long de la côte. Non seulement nous étions en danger d'être coupés du fortin dans notre état de demi-impuissance, mais encore nous pouvions craindre que Hunter et Joyce n'eussent pas assez de bon sens et de courage pour tenir ferme s'ils étaient attaqués par 6 ou 7 ennemis. Nous savions pouvoir compter sur Hunter, mais nous avions des doutes au sujet de Joyce. Ce valet agréable et poli, qui s'entendait à merveille à brosser des vêtements, nous semblait peu apte à faire un soldat. L'esprit plein de ces préoccupations, nous gagnâmes le rivage aussi vite que possible, laissant derrière nous le malheureux petit canot et une bonne moitié de notre poudre et de nos vivres.